existe plus. Enfin, ça existe, mais. Le talk. C'est Le le talk pour Le bébé. talk sur les fesses des enfants. C'est ça. Tant que tu mets pas le groupe des années 80 sur les fesses des enfants, tout ira bien. Dans Boss Baby, il pète du talc en fait. Tu le vois dans la bande-annonce. Oui, Ah, c'est voilà, vrai. C'est un super gag. Donc ça Toute la existe, famille. ça veut dire que ça existe encore. Je n'ai pas d'enfant, mais au moins ça Ah existe. bah le talc existe toujours. Hein. C'est que si Oui, tu veux sur t'en les- mettre sur le cul, vas-y. Hein. C'est ça. Les talc shows. C'est ça, en fait, c'est des shows à propos de talc pour les bébés. Mais attention, il n'y a pas que pour les bébés qu'on peut mettre du talc. Hein. Non, surtout pour les personnes grabataires. Mm. Ouais. C'est des soins spéciales dans certaines. Ou tout simplement quand tu dois faire quelque chose qui nécessite que tes mains ne soient pas moites, par exemple. Mhm. L'escalade. Ouais, De la poutre. Ou quand tu... Escalader une poutre, tu- exactement. Voilà, ou une corde, ou un immeuble, ou... Escalader les choses. Bon, voilà, ça commence bien. On parle encore une fois de série, c'est bien. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que nous faisons. On attaque bien. On a Oh. talc. Oh, Oui. joli. Non, j'aime bien. Grande forme. On est en grande forme. Ouais, et on va encore nous dire qu'on est trop sérieux parce qu'on est contre mecs. C'est bien la preuve que quand il y a les filles, c'est pour ça qu'on n'est pas sérieux. C'est pas nous. C'est les trublionnes, c'est pas les trublions. Et c'est pas bouglionne non plus, ça c'est encore autre chose. On va arrêter les conneries, je vais lancer le générique. Je pense qu'on est d'accord. Bonsoir tout le monde, vous êtes dans Monsieur... Oh, non, pas dans... Vous écoutez Monsieur Serial Friends, saison 4, épisode 4. Ouh là là. Un spécial talk show, voilà, on va vous parler un peu des talk shows que nous regardons, que nous apprécions et pourquoi nous faisons ça, hein, pourquoi ce n'est pas sale. Avec moi, pour parler de tout ça, j'ai Romain, Bonsoir. Greg Bonsoir. et Florian. Bon, Voilà, Elle est drôle, celle-là. Oh, j'aime beaucoup. J'anticipe un tout petit peu les problèmes techniques qui vont arriver plus tard. Mais non, ça va aller. Ouais. Tout ira bien. No problem. Bon, est-ce que tout le monde va bien? Oui. Oui. Bon, bah parfait. C'est quoi le message retiré? Je vois en mode sœur, message retiré. Ça me fait peur parce que j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Elle a dit coucou les fifous et je sais pas si ça se dit. Mais du coup, c'est pas. Ah, un souci, si, j'aime bien. ça pouvait marcher. Hein. Ouais, ça peut fonctionner, les fifous, c'est pas mal. Donc bonsoir au chat. Et puis bonne écoute aussi à ceux qui vont nous écouter en replay. Merci à vous encore une fois pour vos écoutes de plus en plus nombreuses. Apparemment, plus on est de fous, moins il y a de riz. Donc tout va bien. Non, celle-là elle passe pas. Si, ça va. Oh, ouais, ça passe. Ouais, c'est les blagues de papa, vous avez l'habitude de toute façon. Bon, qu'est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on fait? On fait les news directement, on attaque parce qu'on a quand même beaucoup de choses à Oui, dire. hein, parce Ouais, que hein. on doit C'est parler. parti. Hein. Oui. Voilà. Tout en douceur. C'est Tout très en fort. douceur. Ah, je fais n'importe quoi avec les jingles, voilà. C'est comme ça, on ne pourra pas me dire. Au bout d'un moment, ça saoule quand même. Hein. Ah, je vais les changer toutes les semaines maintenant. C'est Bon. trop nouvelle. Bah oui, il faut. Dans l'actu, qu'est-ce que l'on a? Que je vérifie tout ça. Alors, on commence par toi, Romain. Oui, effectivement. Alors moi je suis extrêmement joie puisqu'il y a la saison 4 du Bureau des légendes qui va arriver sur Canal+. Donc au départ la saison 4, depuis 3 ans c'était diffusé à partir de mars, avril, mai par là. Et là en fait pour des raisons de tournage qui a commencé en janvier dernier, du coup la diffusion a été décalée à cet automne. Et enfin on a une date de diffusion et ce sera le 22 octobre à 21h au rythme de 2 épisodes par semaine. Et Ouais, quand même. on est content d'avoir cette saison 4 de l'une des meilleures séries françaises actuelles.
Effectivement, c'est vrai que ça va faire plaisir à beaucoup de monde, je pense. Peut-être futur lauréate d'un prix ACS, puisque la saison 3 avait été couronnée en 2016. Ouais. 2017, pardon. Et on espère du coup qu'elle gagnera encore des prix, qu'elle saura repousser les limites scénaristiques. Ok, très bien. Bon, moi, j'avoue que je regarde pas vraiment. Je sais que c'est une série qui mériterait d'être plus regardée. Voilà, bon, bah, je pense que tout le monde va être très content. Alors, ensuite. Est-ce que tu as vu sur le Trello, en fait, que le Bureau des légendes, en fait, s'est mis en abréviation, et donc LBDL, en fait, mais ça peut aussi vouloir dire le bidule. Voilà. On peut passer à la suite maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette information en fait? Eh bien, c'est une transition. On peut se la mettre au cul. D'accord. On peut se la mettre au cul, voilà. Tout comme je peux dire que je suis en train de boire une bière au Kumquat, voilà. Et qui s'appelle la Kumquat. Bon, voilà. Mais sinon, LBDL, c'est pas une communauté comme les LGBT, ce genre de choses? Non. La Google est ton ami. Hein. Ah, je sais pas. Je veux pas savoir. LBDL. LBDL. Alors, par contre, This Is Us, on nous a annoncé que... Bon, c'est un truc assez classique, mais voilà, les contrats ont été renégociés avec de l'argent en plus, parce que c'est une série qui fonctionne bien, qui a bien recommencé, hein, si je ne me trompe pas, c'est 10,4 millions pour son lancement, donc si jamais Romain peut confirmer. Tu veux que Monsieur Chiffre confirme? Bah écoute, si tu as les chiffres, moi j'ai vu ça, j'ai vu 10,4. Moi j'ai aussi vu ça, donc je pense que c'est ça. Voilà. Et je vous confirme, c'est effectivement ça. Ce qui est un très bon score, en tout cas pour le season première. Oui, et surtout le taux en fait de 2,9% sur les 18-49 ans qui est excellent vraiment. Voilà. De toute façon, c'est l'une des séries les plus sûres en termes d'audimat. Hein, ouais, ça, de toute façon, je pense qu'avant que ça ne s'effondre, on a encore un peu de marge. Mais si je vous dis ça, c'est pas parce que j'ai envie de dire qu'ils gagnent de l'argent, parce que vous vous en doutez sans doute, mais c'est parce que malgré tout, voilà, ils ont tous eu, donc peu importe s'ils sont des femmes ou des hommes, les 5 personnages principaux ont reçu donc un salaire qui a augmenté de $250,000 par épisode, chacun. Ce qui fait que tout le monde était au même point. Donc voilà, moi je trouve que juste le fait que voilà, tout le monde revienne de façon égale dans les augmentations, bah, c'est bien, c'est un bon message à envoyer. C'est nickel. Et en plus, il le mérite. Enfin, c'est normal de renégocier un contrat, surtout suite au succès critique et audimatique de la série. Donc non, c'est tout à fait... ça coule de source. Et j'aime beaucoup ce que Superstore a fait en rapport aux photos promo de This Is Us, le petit clin d'œil genre nous on n'a pas eu d'Emmy, voilà, on n'a même pas été nommé pour les nommés pour les Emmy, enfin j'ai trouvé ça très très drôle. D'ailleurs Superstore, j'ai hâte que ça reprenne. Oui. Sinon, que ça reprenne, Véronica Mars officiellement commandé chez Hulu pour le Revival suite. Ça va être une suite. Voilà, puisqu'on retrouvera Kristen Bell aux alentours de 2019, hein, avec 8 épisodes annoncés. Été 2019, apparemment, c'est l'annonce. Voilà. Ah, ouais, voilà, c'est marqué, ils doivent commencer en 2019, donc voilà, été 2019, ce qui me paraît logique pour 8 épisodes. Je crois que j'ai lu avec les interviews des uns et des autres que c'était pour l'été. Ok, bon, donc, très bien. Voilà. De toute façon, bah, il commence uniquement le tournage ici dans les jours, semaines qui arrivent, si je me trompe pas. S'ils n'ont pas déjà commencé d'ailleurs. Et quand on voit un peu ce qui se passe au niveau actu sur la série, la plupart des acteurs qui étaient déjà là reviennent. Donc oui. pour les fans, c'est une bonne nouvelle. Après, bon. Oui. Sauf que moi j'ai quand même envie de dire que Cécile, si elle était là, elle dirait une seule chose. Ouais. On ne touche pas au love. Voilà, c'est tout. Ok. Les personnes comprendront. Oui, mais voilà, est-ce que encore des gens comprennent Cécile? Et toutes les personnes qui regardent Véronica Mars comprennent. Exactement. Comprennent Cécile? Non, comprennent. Ça fait du monde quand même. Ça en fait du monde. Bon, alors la suite qu'on Canal+, donc qui va remplacer son Canal Play avec une nouvelle offre d'ici le premier trimestre 2019. Une offre SVOD axée sur les séries. Alors, ça n'est pas confirmé encore, mais je trouve que c'était dans un communiqué, en tout cas, que c'était prévu.
Enfin, c'est pas un communiqué, c'est là, en l'occurrence, c'est Satellifax qui a sorti ça, et pour l'instant, j'ai pas vu le communiqué de Canal Plus du tout Ah, il y pour avait une photo confirmer ou avec, mais infirmer ça, hein. il y avait Oui, une oui. photo, je pense, mais ça avait l'air d'être un communiqué en tout cas. Mais, bon, bref, Ah en non, tout non, cas. non, Non. c'est une capture d'écran d'un article de Satellifax, en fait, qui ont D'accord. sorti l'info en premier, mais Canal Plus n'a pas du tout commenté. Voilà. Mais bon, ça ne serait pas étonnant de toute façon, vu que tout le monde essaye d'avoir sa part des séries, hein, avec Salto, machin, et tous les trucs, tous les bidules. Tout le monde essaye d'avoir sa part de Netflix, en tout cas en France. Voilà. Exactement. Bon, en tout cas, bah, de toute façon, et Canal Plus a tout intérêt à essayer de trouver une façon de jouer avec la concurrence, hein, parce que sinon, ça va Ben, faire mal. c'est très simple enfin, c'est ce que je commentais tout à l'heure Mhm. quand j'ai vu cette news. Déjà, c'est assez moyen pour les équipes de Canal Play de apparemment repartir de zéro et donc faire comme si de rien n'était, Ouais. sachant que Canal Play a plus ou moins été laissé pour compte et mort à petit feu, alors que MyCanal en fait était totalement consolidé, puisque MyCanal c'est l'offre de replay voilà quoi, qui a multiplié les programmes et qui a multiplié donc tous les replays de chaînes de Canal Plus et donc feu CanalSat. Mhm. Et donc ça c'est très moyen. Et l'autre, enfin pour moi c'est très simple, c'est que le futur service de SVO des séries, c'est tout simplement parce qu'ils ont un gros catalogue sur lequel ils ont mis le grappin, c'est celui de Showtime et celui de FX, donc la chaîne, et donc ils ont énormément de séries en plus de voilà, Sons of Anarchy et des choses comme ça. Et donc je pense que voilà, ça va être l'occasion de voilà, mettre les séries FX, Showtime, etc., qui n'ont pas encore trouvé preneur, quoi. Mhm, Donc, mhm. sachant que voilà, Shameless, ça va être sur Amazon, Ouais. mais il y a plusieurs autres vieilles séries Showtime voilà, quoi, qui peuvent être revues tranquillement. Voilà, les Dexter, les Californication, etc. Je pense que voilà, ils vont parier sur les fonds de catalogue qu'ils ont là, mais c'est un tout petit peu le cas avec Canal Play. Donc, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire exactement de mieux. Bah, à part comme disait Satellifax, donc se centrer sur les séries, donc sans doute être un peu plus puissant et laisser tomber les films. Je sais pas, n'ayant pas Canal Play, moi en Belgique, Mm. je vois pas Et trop il y a un le. autre truc, il y a un autre truc qui est avec les offres Hmm. Canal qui est lancé depuis un an qui s'appelle Fox Play en fait et qui a déjà Ouais. une bonne partie du catalogue Fox. Donc après, est-ce que ils vont vouloir fusionner les séries qu'ils ont déjà de Fox avec ce nouveau service? Ça reste à voir quoi. On Donc verra d'ici ils ont, quelques mois, quoi. enfin moi je pense que c'est du pur, enfin c'est de la pure opportunité étant Hmm. donné qu'ils ont plein de droits et plein de catalogues qu'ils ont acquis à prix d'or et qu'il faut bien rentabiliser avec les abonnés. Ouais. Ah ouais, de toute façon, ils vont devoir rentabiliser un max. Alors, pour rentabiliser un max, Greg, ta news. Yes, ouais. Bon, je viens de voir ça là tout à l'heure, avant le podcast. Making a Murderer, la saison 2 qui revient en octobre. Alors, bon, pour ceux qui connaissent peut-être pas sur Netflix, donc ça revenait sur une histoire vraie d'un meurtre aux États-Unis. Mhm. Et c'était un travail assez extraordinaire comment dire, d'archives, que ce soit cassettes, audio et compagnie. Et Mhm. ça suivait notamment une famille en particulier, un homme qui avait été emmené en prison dans un premier temps et qui n'avait pas commis de meurtre et qui soupçonnait d'un deuxième meurtre. Enfin, c'était quelque chose de très haletant, très intéressant, qui en plus était sorti il y a plusieurs années avant qu'arrivent beaucoup d'autres séries après, notamment, ben, notamment ce qui a été fait sur O.J. Simpson et compagnie. Et là, il y a enfin la saison 2 parce qu'en fait, cette histoire qui est une histoire vraie a continué depuis la sortie de la saison 1. Et du coup, moi, j'avais un peu regardé ce qui s'était passé, mais je voulais pas trop en savoir parce que je savais que Netflix gardait dans un coin le fait de réaliser ça. Et en fait, c'est toujours un peu compliqué parce que de prendre la réalité et en faire une fiction. Mais du coup, ils avaient réussi à faire quelque chose assez foufou. Et je suis assez content que la saison 2 arrive enfin. Ça sort que dans un mois, même pas. Donc c'est plutôt cool. Ouais, voilà. Bon, sinon, je pense que on a fait le tour des news. Si vous avez retenu quelque chose au dernier moment aussi, juste dire que j'ai vu passer rapidement avant qu'on ne commence que Fox avait commandé une série animée qui s'appelle Bless the Hearts avec Kristen Wiig et Maya Rudolph. Voilà, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Après,
pense, voilà, j'essaie de retrouver un peu les informations en même temps. On remercie le sérigraphe d'ailleurs pour ça. Donc Bless the Heart, ça suivrait donc un groupe de sudistes qui sont toujours fous de blagues et luttent pour le rêve américain de devenir riches. Ceux qui ne réalisent pas, ils sont déjà riches, que ce soit en amitié, en famille ou en rigolade. Voilà, donc en fait on aura Kristen Wiig, Maya Rudolph, Gillian Bell, Ike Barinholtz et tout ça est prévu pour la saison prochaine. Voilà, donc on n'en sait pas beaucoup plus. Mais bon, une série animée, on dit jamais vraiment non, en fait. Et puis, il y a un casting de qualité, il y a surtout 2 comédiennes qui, vu leur carrière, ne prennent pas, sont très très peu amènes à prendre des projets qui valent pas le coup. Ouais, donc c'est sûr. Voilà, si tu appelles Kristen Wiig et Maya Rudolph sur le même projet, même pour une série animée, je pense que voilà, il doit y avoir du potentiel, quoi. Ouais, c'est clair, c'est pas uniquement l'argent qui les fait venir. Non. Voilà, bon... je pense qu'on a fait le tour de l'actu. En tout cas, de ce qu'on a retenu, parce qu'après, de l'actu, ça commence de plus en plus. Voilà, la rentrée des séries, c'est maintenant. Nous, on en parlera à partir de la semaine prochaine. Réellement, à partir de la semaine prochaine. Peut-être qu'on en parlera ici lors des recommandations. Mais voilà, nous, on préfère attendre un tout petit peu, parce que voilà, ça a commencé, quoi. Allez, on va dire lundi, dimanche, à tout casser. Oui, on peut dire que c'est dimanche avec le lancement du Season 2 première de 911. Voilà, donc, mais niveau réelle nouveauté, on va dire ça a commencé déjà début septembre avec les pilotes, les diffusions exclusives de Rel et I Feel Bad. Pour le coup, c'était une réelle nouveauté. Non, oui, sinon c'est lundi, oui, avec Manifeste qui a fait un carton. Manifestement. Oui. Oui, mais c'était manifestement pas bien. Ouais, bon, ça, on en reparlera peut-être d'ici la semaine prochaine. Oui, voilà, exactement. Bon, allez hop, on va passer à la thématique, donc c'est-à-dire les talk shows. Et alors là, je suis encore, en fait, j'ai mon logiciel qui bug, et donc en gros, je clique sur des boutons vides. Et je vais prendre ça. C'est pas mal. Bon, c'est une intro sans talk, ça. Pardon ? C'est une intro sans talk. Ah oui, c'est clair, c'est sans talk sur le cul. Alors, les talk shows, pourquoi on a décidé d'en parler ? Parce qu'on aime ça, et qu'on en regarde quelques-uns, peut-être pas tous, et d'avance on s'excuse, ou pas forcément régulièrement. Moi, je regarde malheureusement plus de talk shows que de séries, en tout cas pour la saison dernière. Voilà. L'avantage, c'est que c'est facile à regarder de façon plus légale, en tout cas, que les séries. Oui, tout est dispo sur YouTube. La plupart se retrouvent même quasiment intégralement sur YouTube. Donc voilà, ça reste quand même facile. Alors, justement, comment en est-on venu justement tous à regarder des talk shows, à nous y intéresser quand ça a été la première fois, votre toute première fois niveau talk show? Est-ce que quelqu'un veut commencer ou je fais l'impoli, je commence? Vas-y, lance fais l'impoli. Je fais l'impoli, je commence. Parce que t'es belge de toute façon, donc vas-y. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il n'y avait aucun rapport, c'était gratuit. Du clash. Attends. Le clash. Clash. Bon. Non, moi, le souvenir le plus loin dont je me souvienne, j'étais encore, au début de, lycée, collège même. On a une chaîne, je sais pas si vous l'avez en France, qui s'appelle MSNBC. Oui, on l'a. Sur certaines, oui. Sur certaines, en tout cas, elles sont sur les box Orange, SFR et tout, mais elles sont enfouies, il faut aller les chercher. Voilà, nous, on l'a globalement de base dans le, on va dire le bouquet hertzien, enfin anciennement hertzien. Et dessus, donc, à part les émissions de trucs financiers chiants, tard le soir, il y avait, c'est pour vous dire à quel point ça remonte, c'était au moment où il y avait encore le télétexte, il y avait donc Jay Leno et Conan O'Brien, qui étaient tous les deux sur NBC à l'époque,
Et grâce au télétexte, il y avait les closed captions. Et donc j'avais droit à des sous-titres en anglais. Ce qui m'a permis, comme les jeux vidéo et beaucoup d'autres choses, de perfectionner mon anglais, en tout cas d'essayer d'apprendre en regardant ces trucs qui étaient la plupart du temps très drôles. D'autres, parfois, je comprenais pas forcément les blagues, mais voilà. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert ça. Et puis, j'ai plus ou moins suivi les talk shows très, très NBC, pour être franc, avant d'il y a quelques années, commencer à chercher du côté de Stephen Colbert, par exemple. Il y avait qui aussi? Il y avait d'autres shows comme Craig Ferguson. Et beaucoup d'autres dont on va sans doute parler, mais voilà, en tout cas pour moi ça remonte à super longtemps, mais de façon assidue, c'est vrai que ça fait peut-être allez, on va dire 4-5 ans que réellement de façon plus assidue. Et toi Romain? Alors moi en fait les talk shows, donc je m'y intéressais pas vraiment à la base, puisque enfin les talk shows américains je parle, puisque je me rappelle que je regardais plus les versions française, enfin si on peut appeler ça, par exemple la méthode Coé qui passait à l'époque sur TF1 en deuxième partie de soirée, ou même il y avait Fogiel qui faisait une émission sur M6 aussi en deuxième ou troisième partie de soirée. J'ai complètement oublié le nom, c'est... Ouais, non, bref, on s'en fout. Donc bref, ouais, ça parlait des sujets d'actualité en France et j'aimais plutôt bien. Et puis après, vu que ça marchait pas niveau audience, du coup, ça s'est arrêté, et puis une certaine lassitude aussi. Pour les talk shows américains, en fait, c'était quand j'étais aux États-Unis, tout simplement. Quand je rentrais du lycée l'après-midi, le seul truc qu'il y avait de dispo à la télé, c'était The Ellen Show, donc avec Ellen DeGeneres. Et voilà, je regardais à chaque fois que je rentrais du lycée, je prenais mon goûter devant, et au fur et à mesure, c'est devenu mon petit rendez-vous quotidien à chaque fois que je sortais de l'école. Ouais. Voilà, donc c'était un petit moment convivial et tout, et ça me permettait, pareil, d'améliorer mon anglais, surtout de me tenir au courant de l'actualité au niveau médias, politique, puisque c'est quand même les talks arrivent à brasser quand même toute l'actualité et arrivent à en faire des petites pastilles humoristiques aussi, donc ça permet de se tenir au courant. Mais ouais, c'est vraiment Hélène la première que j'ai vraiment suivie assidûment. Et après, c'est vraiment sur YouTube en fait que j'ai commencé à m'abonner à Kimmel et Fallon, donc les beaux Jimmy. Et voilà, et là donc je regarde plus les émissions maintenant, puisque j'ai pas envie de me caler pendant une heure à regarder un talk. Je préfère juste décortiquer, manger ma petite pastille humoristique que j'ai envie, surtout pour Kimmel avec ses jeux, ou même Fallon. Voilà, c'est selon l'invité et selon si le titre est assez clickbait pour me donner envie de regarder, mais maintenant voilà, ça devient très, très occasionnel. Ouais, c'est vrai que Fallon et même Kimmel, en général, moi c'est c'est sur YouTube avec les extraits qui m'attirent bien, genre les Do Not Read, les Do Not Play, ou les tweets, ce genre de choses, ça passe facilement. Voilà, et ça prend 5 minutes et c'est très drôle, ça se consomme très rapidement. Ouais. Et après, pour terminer sur la partie française, je l'avoue, pendant les premières années de Touche pas mon poste, je regardais vraiment beaucoup, j'étais à fond. À l'époque de France 4 pas à l'époque de France 4, c'était la première année qu'ils arrivaient sur C8, et en fait, c'est une amie à moi qui m'en avait parlé en me disant tu kiffes les médias, tu kiffes la télévision, il y a une émission qui parle de ça s'appelle Touche pas mon poste. J'étais en mode ok, c'est qui le présentateur? Il me fait Cyril Hanouna. Ouais, ok, bon. Et puis petit à petit, je me suis vraiment pris d'affection pour cette bande de potes qui parlaient d'actualité médias, et surtout, ça couvrait vraiment l'actualité française. Et ça parlait vraiment de télévision à la base. Et ça donnait vraiment en fait cette impression de comme si tu étais avec tes potes en train de parler d'un programme que tu allais regarder le soir, si ça te donnait envie de regarder ou pas. Et petit à petit, je crois que c'est au bout de 2 ans et demi que ça a commencé vraiment à virer en mode plus discussion de comptoir pour savoir qui a couché avec qui, et ça se tournait de plus en plus du sujet de base, à savoir les médias. Et donc au fur et à mesure, tu loupes une émission, puis 2, puis 3, et puis après tu les rattrapes plus, et le temps passe, et voilà, tout simplement. Effectivement, c'est vrai que j'ai oublié aussi il y avait Thierry Ardisson, genre de ça choses, ne l'était rien, on n'est pas couché avec Ruquier, enfin. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Pas tellement ceux-là, moi c'était plus avant, mais dont je me souviens plus du tout du titre. Sur France 2, c'était très tard de toute façon. Avec Fogiel, non aussi? Il n'en avait pas fait un talk sur France 2?
Non, C'était non. sur France 3 en fait. Il y Sur avait, France Ouais, ouais. Non, ouais. moi c'était vraiment Thierry Ardisson. Il y avait Baffy quasiment tout le temps là, de toute façon. Bref, c'est pas très grave. Euh, Florian, toi de ton côté. Du coup, enfin pour Ardisson et Baffy, c'était Tout le monde en parle, hein, c'est ça? Ouais, voilà, tout le monde en parle, ouais. C'est ça, ouais. Ben moi, en fait, c'est très simple. Les talk shows, enfin le format du talk show à l'américaine, un tout petit peu comme les séries américaines et tout, j'en entendais beaucoup parler étant lycéen et tout, et je crevais d'envie, disons, de voir ce que ça donnait en version originale, en fait, parce que j'étais très très intéressé pour découvrir ces programmes. Et en fait, là non plus, j'avais pas du tout le plan MSNBC ou ce genre de choses. Donc, quand il m'a fallu attendre 2004 et 2005, donc en première année de fac, pour vraiment découvrir les talk shows juste après les États-Unis, donc grâce à la magie de l'Internet. Et donc à l'époque, c'est un de mes potes d'ailleurs qui m'a mis à Stephen Colbert, donc à l'époque le Colbert Report. Ouais. Mais moi, je me suis surtout mis au Daily Show avec Jon Stewart qui passait à un certain moment le matin sur Canal+, mais ça a vite disparu des antennes. Mais en fait, à l'époque du premier gouvernement Bush, en fait, Jon Stewart a énormément fait parler de lui, un tout petit peu comme par exemple Samantha Bee avec Donald Trump actuellement. Comme voilà une critique acerbe des médias, etc. Et donc moi je trouvais ça vachement intéressant. Et donc en première année de fac, je me suis mis à visionner plusieurs épisodes du Daily Show et ensuite un tout petit peu moins du Colbert Report. Et c'est un tout petit peu comme ça que je me suis mis au format. Ensuite, voilà, j'ai commencé à mater Saturday Night Live en 2007. Donc, alors que Kristen Wiig, frère d'Armisen, Bill Hader, tous ces gens-là étaient encore dans le cast à faire des choses qui étaient très marrantes. Il y avait aussi Will Forte, il y avait plein de gens qui ont fait des carrières assez extraordinaires sur les Ouais, bah ça, oui, ça. 7 ou 8 dernières années. C'est clair. Donc ça c'était good times en fait, et donc surtout c'était le plaisir de découvrir donc toute une manière de faire de la télévision, et donc vraiment avoir tout un panorama de ce qui faisait la télé américaine que voilà, moi je pouvais découvrir comme ça. Donc ouais, ça a vraiment commencé de mémoire avec le Daily Show. Ok, le Daily Show, effectivement, oui, je crois que c'est plus ou moins la même période que moi. Et puis pour MSNBC, tant que j'y pense, à l'heure actuelle, la chaîne existe toujours et on a droit. Je sais pas si c'était comme ça déjà à l'époque parce que c'était quand même très long, c'était très tard, ils diffusaient, mais là ils le diffusent toujours et on Je a crois que oui. on Ouais, a je crois que oui. le programme surtout sans les pubs. Et ça, par contre, ça te condense le truc assez follement et je crois que même il doit y avoir genre 2 ou 3 épisodes d'affilée. Et c'est un espèce de récap de la semaine qui doit être fait, je crois, le samedi soir ou le dimanche soir. Faudrait que je vérifie, ça fait un moment, puisque maintenant je regarde sur internet, j'ai plus trop regardé là-dessus. Et toi, Greg, de ton côté? Ah, on n'a pas Greg. Non, bah, il est parti. Et- Il faisait pipi. Bah, Allez, il est- salut! Allez, au revoir. C'est tout pour moi. Du coup, ouais, moi, j'avais de la chance. Mes parents, ils avaient le câble et je sais plus si c'était sur Canal J ou sur Comédie déjà à l'époque. En fait, ils passaient beaucoup David Letterman. Ouais. Et en fait, c'est un peu comme ça que j'ai découvert ça. Alors, j'arrive plus du tout à mettre une année dessus. Ça, c'est parce que j'en voyais un bout par-ci, un bout par-là, avec ses top 10, avec tout ça. Mais surtout qu'à l'époque, c'était traduit, c'est ça qui était cool. Du coup, mais après, comme j'étais beaucoup moins politique américaine ou tout ça, il y avait quand même la moitié des choses que je comprenais pas trop, les C'est blagues le problème, ouais. et les trucs. Mais ouais, moi j'ai découvert ça surtout avec David Letterman, un peu aussi avec Jon Stewart, mais même sa période MTV en fait, parce que comme il avait commencé un peu sur MTV, j'avais commencé à le voir avec ses vestes en cuir, avec ses vestes en jean et tout, arriver un peu en mode rocker là-dessus. Et je l'ai un peu suivi, notre ami Stewart, justement avec le Daily Show, vous en parliez et tout, et ça, je les ai dévorés. Surtout que ce qui était cool
sur le Daily Show, c'est que Comedy Central, ils sont hyper open quand tu vas sur leur site, il y avait les épisodes en entier. Donc c'est assez génial, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, tu peux te retaper ceux de 2000, de 2005, un peu avec des invités que tu aimes bien ou des sujets qui peuvent te faire rire ou en plus de YouTube, tu peux aller voir des épisodes et tout ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai dévoré un peu tout ce qui tombait sur YouTube, quoi. Et toute la famille, justement, de Jon Stewart, c'est-à-dire que les Samantha Bee, Wyatt Cenac et tout ça, tous ces mecs qui sont passés chez lui, même John Oliver qui est passé chez lui. Après, je les ai suivis un peu, j'essaye de les suivre un peu tous. Bon, après, c'est compliqué parce qu'ils sont un peu 50, mais John Oliver, je les regarde tous. Samantha Bee, j'essaye de regarder. Après, voilà, Fallon, je sais qu'il passe beaucoup sur Canal, donc je tombe dessus un peu de temps en temps. C'est sur Ça MCM m'arrive de aussi, tomber non? dessus. Il passe sur MCM... Et c'est pas sur MCM aussi, ou c'est plus le cas? Ah non, MCM, c'est Corden beaucoup maintenant. Ouais. C'est Corden. maintenant. Ouais, c'est Corden sur MCM. En fait, Canal, pendant très longtemps, ils avaient les dernières années de Jon Stewart, du Daily Show. Ouais. Depuis que c'est passé chez Trevor Noah, ils ont récupéré Fallon. Et du coup, c'est sur MCM, tu as Corden le soir. D'accord. Corden, dont je suis beaucoup moins fan pour le coup. J'ai beaucoup plus de mal. Fallon, j'aime bien parce que c'est aussi mon époque MTV, quand ils présentaient les cérémonies et tout ça, et qu'ils faisaient des shows un peu foufou, j'aimais beaucoup. Mais après, voilà, après Colbert, obligatoirement, parce que même si je l'aimais plus à l'époque du Colbert Report, juste après, justement. Jon Stewart, enfin voilà, un peu comme vous, c'est-à-dire que j'en ai beaucoup bouffé parce que même presque parfois plus que les séries, parce que, enfin en tout cas, je les ai plus suivis que les séries, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Et je suis très fan de Trevor Noah actuellement. C'est un petit peu mon petit chouchou, c'est dans les daily, parce que Oliver c'est que une fois par semaine, mais dans les daily, c'est mon chouchou, ça reste quand même en ce moment Trevor Noah. Mais c'est vrai qu'il y a deux... Enfin, c'est peut-être... il y en a sans doute plus, mais je veux dire pour moi, il y a quand même deux grandes familles de talk show, que ce soit américain, même ce qui est essayé en France ou ailleurs, ou même, voilà, comme on a eu un peu en Belgique, mais ça ne marche jamais, ça prend jamais vraiment Avec Arthur. Nous, on a eu Dan Gagnon, hein, le comédien québécois, qui a essayé de faire à l'américaine, mais... c'est jamais diffusé à la même heure, et puis je pense que contrairement à nous, le public n'est pas forcément prêt à avoir un truc à l'américaine. C'est pas le format qu'ils aiment bien, à part, je crois que c'est un truc de niche, encore une fois. On est en train de parler d'un truc que je pense de très de niche, mais il y a deux familles, c'est-à-dire qu'il y a le côté très très politisé, très... ça sera toujours drôle, hein, mais on va aller vraiment chercher du côté politique et actuel, et faire une critique, une critique, une satire même, et de l'autre côté il y a le côté entertainment total, comme par exemple Fallon et Kimmel, qui pour moi sont dans l'entertainment total, même Conan O'Brien, hein, surtout Corden. Enfin, Corden, c'est le Corden. champion de ouais. Ah oui, Corden avec son c'est lui le carpool karaoké. Voilà. Et donc, il y a un peu pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont faire l'entertainment, qui vont aussi aller chercher un petit peu dans leur cold open ou dans le monologue de début, qui font quasiment tous, ou je pense tous d'ailleurs. Ils vont aller parler un peu de l'actu, faire une petite réflexion dessus, qui sera plus ou moins intéressante à écouter. Et puis t'as les autres qui vont aller juste à fond dedans. Et c'est vrai que selon que l'on est au fait ou non de la politique tout court, et de la politique américaine encore plus, il y en a sur lesquels ça passera jamais, quoi. Un Colbert Report, ou même un Stephen Colbert actuellement. Moi j'aime beaucoup le gars, j'aime beaucoup ce qu'il faisait avec Colbert Report, qui était beaucoup plus proche de The Opposition, hein, très en train de se moquer de la droite, alors que le gars il est clairement de gauche. C'est plus difficile, je pense que c'est pour ça que Jimmy Fallon ou Kimmel globalement fonctionnent mieux sur le grand public, parce que c'est le truc qui parle un peu à tout le monde, quoi. Le truc des tweets, les méchants tweets chez Kimmel, et les tweets sujets chez Fallon. Les invités aussi, c'est souvent des invités de musique, cinéma, série. Oui, la musique, ouais, ça c'est encore un autre. Ça, voilà, alors que chez Colbert, chez Noah, chez plein d'autres, quand il y a des invités, c'est rarement, ça arrive, hein, mais c'est rarement du show business. Mais tu vois, ce que tu dis en fait... Il y en a plein. Il y en a, mais c'est beaucoup mieux mis en avant, quoi. Enfin, non, c'est 50-50. C'est plus autant mis en avant sur Stephen Colbert, parce que la raison est simple. Pardon. La raison est simple, c'est que
Colbert, lorsqu'il est arrivé sur CBS, il a eu une première année en dents de scie et il n'arrivait pas à trouver son truc. Et donc une fois que Trump a été élu, ils ont amené quelqu'un de CBS News justement pour l'aider à produire le show, etc. Et donc forcément les priorités ont changé et donc du coup ils font de plus en plus d'invités qui repiquent au Daily Show, d'invités politiques, de sénateurs, des choses comme ça, quoi. Mais c'est vraiment le focus de ces derniers mois. C'était pas le focus de la première année. Non, pas la première année, mais je veux dire, voilà, ces derniers mois, clairement, à part, je pense que c'est encore cette saison où il avait reçu Bruce Willis. Et ça s'est terminé dans un truc, là, c'est totalement de l'entertainment. Là, je sais pas si vous avez vu cet épisode-là. Je sais pas, pour ceux qui regardent Colbert, où en gros, il accuse, pour rire bien entendu, Willis, que maintenant il est un peu vieux pour faire ses propres cascades. Et là, il commence à se bastonner, à se balancer par-dessus les rambardes et des trucs comme ça. C'est super drôle à voir. Ça, c'est l'autre partie qui est beaucoup plus facile à vendre que ces monologues qui sont, pour moi, souvent très, très, très justes. Et j'aime bien sa façon de proposer les choses par rapport à, je sais pas moi, un Trevor Noah qui, pour moi, ça passe moins. Trevor Noah, il joue une cartouche que moi j'aime beaucoup, une carte plutôt que j'aime beaucoup. Pardon, excusez-moi, ça lance en même temps. C'est la diversité. C'est-à-dire qu'en fait, Trevor Noah, il est sud-africain. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'il amène souvent ces doubles blagues de l'américain, parce que bien sûr, il est né dans un pays anglophone, donc il comprend aussi certaines choses sur les pays anglophones. Et en même temps, il joue cette espèce d'aliens, comme il dit, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui regarde ça avec des grands yeux. Et moi, j'aime bien cette vision, parce que dans cette vision de tous les mecs qu'on cite, c'est quand même que des hommes blancs, à part pour Samantha Bee ou Wyatt Cenac, mais dans les gros shows, vraiment les plus gros, c'est quand même l'homme blanc qui vient nous raconter quelque chose. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez Noah, c'est cette diversité qu'il amène, et justement des blagues sur l'Afrique, sur tout ça, que lui amène. Moi, j'aime beaucoup ça, et qui justement fait que, par exemple, sur Trump, moi, je trouve que Colbert, justement, il s'est quand même un peu il s'est enfoncé. Il a continué à faire ce qu'il faisait avant. Il est allé en frontal avec lui, et je trouve qu'il a beaucoup perdu d'énergie et d'influx que moi j'adorais chez lui. Et du coup, je me suis beaucoup reporté chez Trevor Noah, qui lui justement amène cette espèce de différence dans le ton et dans la vision, vraiment cette espèce de double vision qu'il a. Voilà, il arrive à faire les mêmes blagues, mais je préfère les avoir chez Noah, moi, pour l'instant. Enfin, dernièrement en tout cas. Et donc, par rapport à ceux que vous regardez actuellement, donc Romain, toi tu en regardes, t'as dit Fallon, t'as dit Kimmel, mais est-ce que y en a un que tu conseillerais absolument par-dessus tout de regarder à des personnes qui voudraient commencer ou qui connaîtraient pas encore le genre. Là, c'est vraiment délicat, puisque maintenant, en fait, je les regarde plus par rapport à leur petite passive. Par exemple, j'aime beaucoup le EU avec Fallon, que je me trompe pas, voilà, quand il invite des invités avec le personnage de Sarah, ou encore Mot de passe, oui, c'est Fallon aussi. Ouais, tous ces jeux, quoi. Ouais, voilà, c'est les petits jeux, les petites pastilles où, c'est plus comme ça que je conseillerais de rentrer au départ dans un talk show, pour vraiment, en fait, avoir une autre vision d'une personnalité quand elle est invitée. Ouais, c'est le côté entertainment et du le côté jeu, histoire de pas y aller trop de façon trop rude dans les ou sujets. trop linéaire, ouais. Et d'ailleurs, tu vois, pour rebondir ce qu'on disait, en termes d'audience, depuis le début de la saison, c'est Colbert qui est au-dessus de tout le monde. Ouais. Et en deuxième position, c'est Fallon, et après Kimmel, pour la même tranche horaire. Ouais. C'est vrai que Colbert, depuis les changements de cette saison, il reprend un certain souffle que peut-être il n'avait plus avec le changement, parce que il est passé, il faut le dire, de Comedy Club. Comedy Central. Comedy Club Central, qu'est-ce que je raconte, Comedy Central à CBS, et c'est pas forcément la même façon de gérer les shows, ni pas forcément la même liberté, je pense. Je suis pas sûr à 100%, mais voilà, en tout cas, on sent qu'il y a eu un temps d'adaptation, et ça y est, je pense qu'il a peut-être trouvé un créneau. Et il passait derrière un monstre en plus sacré, donc c'est vrai que c'est compliqué de reprendre. C'est un nom, le Late Show, ça reste des noms que tu passes derrière un Leno, un Carson et tout ça. Il y a une pression de fou, quoi. Tout à fait, comme Jimmy Fallon est passé derrière Leno. Hein.
Oui, Et c'est pardon. surtout que dans le cas de Colbert, je pense que il a trouvé un ton justement en empruntant, peut-être plus ou moins forcé par la chaîne, mais vraiment en empruntant pas mal de gimmicks absurdistes de David Letterman. Donc en Ouais. fait, ce Ouais, qu'il fait, c'est en hybride. Enfin, je pense que c'est ce qu'il voulait toujours faire, mais c'était très bizarre et c'était très peu, très très superficiel ce qu'il faisait à la base. C'est un mix entre donc le Colbert Report, euh, même enfin en tant que satire politique. Donc là, en l'occurrence, ils ont relancé le côté satire politique, mais peut-être un peu plus gentil que le Colbert Report qui s'autorisait ah à ouais, peu près tous les délires. c'est clair. Eux, pour l'instant, ils se sont un tout petit peu tiré une balle dans le pied en lançant Trump en cartoon, en fait, et donc en satirisant l'administration, au point où donc il y a un cartoon sur Showtime dont j'ai pu voir les premiers épisodes, et franchement, ça, c'est pas bon du tout. C'est juste pas bon du tout, c'est le relou à souhait. Donc Sans ça s'appelle oublier le The President Show aussi qui... Hors Cartoon Président. Ouais, et il y avait le Président Show qui s'est arrêté. Ouais, Et donc, juste pour dire, Colbert, en fait, il a su intégrer les gimmicks de Letterman, et je pense que c'est pour ça qu'il est redevenu leader. C'est parce que, justement, le téléspectateur américain qui regardait Letterman, maintenant, en regardant Colbert, il voit une espèce d'habitude, d'affiliation, en fait. Donc, c'est bizarre, ils ont intégré un tout petit peu tout ce qui faisait que les dernières années du Late Show étaient ce qu'elles étaient. ouais, effectivement. Effectivement. Bon, et toi, Florian, de ton côté, toi, tu conseilles quoi Alors, je conseille, il y a quelque chose que je conseille particulièrement, c'est Last Week Tonight. Last Week Tonight, donc Ouais, programme de HBO diffusé sur OCS en France, donc 2 jours avec John après, mais Oliver. avec des bons sous-titres, ouais, de John Oliver. Donc John Oliver, ancien correspondant assez brillant donc sous le Daily Show de Jon Stewart. Il a été introduit comme voilà le British qui apportait son grain de sel sur des histoires typiquement américaines, etc. Et là, et voilà, il a commencé à remplacer Jon Stewart lorsqu'il a été tourné un film, et c'est un peu comme ça qu'il s'est retrouvé à avoir son propre talk show assez rapidement. Et juste pour information, John Oliver, si vous n'avez pas vu enfin, peut-être vous avez déjà vu une vidéo, mais sinon dans The Community, vous avez pu le voir en tant Il faisait un que second prof. rôle, il faisait un second rôle de prof Ouais, intérimaire. Enfin, voilà. moi, personnellement, je le trouve pas super mémorable, mais après, c'est peut-être sacrilège de dire ça. Voilà. Ah non, Il y a bah, quelques épisodes où il a des scènes marrantes, mais c'est pas non c'est plus. vrai que c'était pas le plus mémorable, effectivement. Ouais. Et donc, Et donc, John Oliver, c'est très simple, depuis 2013 hein, que le show a été lancé, même 2014. 2014, Ouais, début 2014, je crois. ouais, ouais. Il n'y a pas, enfin, pour moi, il y a une qualité d'écriture, un rythme, un côté tout peut arriver, et un développement de sujets complexes que je pense sincèrement que des émissions d'investigation américaines comme 60 Minutes ne pourraient pas toucher, ou ne pourraient pas, on va dire, Clairement pas. vulgariser avec un tel brio. Hmm. Et donc ça fait que depuis, voilà, moi je suis un gros fidèle de Last Week Tonight. Je pense que c'est devenu, enfin même ils l'ont mérité même. C'est devenu un de mes rendez-vous hebdomadaires sans problème depuis 4 ans, tandis que pour les autres talk shows, il y a des fois où voilà, je regarde que les segments de monologues en fait. Je suis très très fan des monologues de Seth Meyers et Stephen Colbert, c'est vraiment ma Ouais. routine du matin. Seth Meyers, on a oublié de le citer, mais effectivement, moi j'aime beaucoup Seth Meyers. Ouais. Et il fait un excellent boulot justement, qui rivalise d'ailleurs avec le Daily Show, avec les segments A Closer Look en fait, où il se Hmm. penche sur le dernier sujet ou la dernière absurdité Ouais. venant de Trump ou de son administration le plus souvent, et c'est souvent vraiment très très bien se trousser. Surtout que il y a un côté urgence dans les monologues de Colbert et de Meyers, où en fait ils réécrivent souvent à la dernière minute possible en fonction de l'actualité ce qui se passe, Ouais. qui est vraiment très très bien. Pour en revenir à John Oliver, il s'est recommandé. Pourquoi? Parce que l'humour est vraiment très trash.
L'humour n'hésite pas donc à mettre en scène des vannes sur des animaux. Donc notamment, il y a un running gag autour de la Cour suprême où ils ont mis que des chiens en fait, que des chiens pour remplacer les juges de la Cour suprême. Donc avec la nomination probablement de Brett Kavanaugh, il y aura probablement un nouveau chien qui sera introduit. Donc qui voilà. Il y a énormément de blagues totalement absurdes. Il y a des segments. Il y a des segments de transition qui sont assez anthologiques en fait, il y en a en fait avec un grand moment de solitude avec un mec d'une émission d'info en fait qui prend des appels d'auditeurs pro-Trump et qui est totalement largué. Et donc le montage est assez féroce. C'est d'ailleurs c'est un des meilleurs trucs de Last Week Tonight, c'est que leur rythme et leur manière de monter les segments de transition est vraiment brillant. Et surtout c'est vraiment j'ai l'impression une émission qui peut vraiment tout se permettre. La dernière en date d'ailleurs tape sur Facebook. Ils n'ont pas hésité à taper sur des multinationales, ils n'ont pas hésité à taper sur des choses sur des, peut-être sur des sponsors à eux en plus. Ils tapent plus, souvent ouais. sur AT&T, sur des trucs, sur leurs propres sponsors, quoi, parce Non, en qu'effectivement, fait, ils appartiennent à AT&T, mais justement, ils font ça, ils font une blague sur AT&T, donc qui ont racheté Time Warner et donc HBO, juste pour montrer que, voilà quoi, oui, non, mais voilà, ils donc diront ils vont pas. littéralement ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est quelque chose qui est totalement rafraîchissant, et c'est surtout quelque chose où lorsque John Oliver en promo dit que son émission, son talk show est probablement le talk show le plus fact-checké, le plus recherché de tous ceux qui sont à l'antenne, je le crois, et je pense que ça ajoute un vrai saut de qualité. Voilà. Donc Last Week Tonight, c'est chaudement recommandé. Mhm. J'aurais pu dire Full Frontal with Samantha Bee, qui est donc le seul talk show animé par une femme avec une équipe de Actuellement, correspondantes en grande partie féminine. oui, Voilà. parce que c'est pas la seule. Après, je sais bien que sur BET, il y a des choses, il y a des nouvelles choses qui arrivent, Ça a etc. été Mais annulé. Il y avait Robin Tidd, mais ça a été ouais, annulé. mais il y en a pas un nouveau qui arrive là. Je pense que j'ai vu un truc passer tout à l'heure. Mais- Il y en a un qui arrive, je crois que c'est Vanda Sykes qui va faire Ouais. un truc, Mais c'est vrai que ça marche c'est pas à moins. l'antenne. Enfin, ça marche moins. On ne sait pas pourquoi, mais on en parlera tout à l'heure avec Netflix par exemple qui a essayé. Voilà, les présentatrices femmes ne les méritent pas, mais ça ne marche pas. Et Samantha Bee, donc toi, tu t'aurais pu conseiller, mais Mais donc là aussi, comme John Oliver savait il y a aussi des épisodes d'anthologie et des segments d'anthologie, sauf que euh, au début, euh, au début de l'année, il y a la showrunner qui est partie, ouais. enfin qui a démissionné, soit qui est partie avec perte et fracas. Alors on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Peut-être qu'elle voulait Mhm. passer à autre chose, peut-être c'était vraiment le lancement. Mais Samantha Bee en fait et Full Frontal, c'était vraiment ça reste quand même un parent pauvre en fait du talk show où c'est vraiment produit avec trois quatre ficelles où il n'y a pas ou même s'il y a une énorme qualité d'écriture et surtout c'est probablement le talk show le plus militant surtout sur des causes féministes de tous ceux qui sont à l'antenne. Donc c'est ça qui fait vraiment la différenciation, c'est-à-dire que Samantha Bee, elle n'hésite pas à insulter les célébrités et hommes politiques qui sont accusés de viol ou de harcèlement sexuel à l'antenne de la manière la plus brute de décoffrage qui puisse être autorisée sur TBS. Puisque c'est pas le seul truc qui fait du tort à Samantha Bee, c'est que contrairement à Michelle Wolf sur Netflix, voilà, elle peut pas dire fuck. Mais enfin, elle peut dire fuck sur les segments YouTube, mais bon, elle peut pas forcément dire tout. Et le gros problème avec le départ de la showrunner, c'est que j'ai l'impression que le ton de Samantha Bee, c'est un tout petit peu assagi et que la Mhm. qualité d'écriture a un tout petit peu baissé. Et les segments de correspondant, malheureusement, sont assez inégaux lorsqu'ils existent. Donc le plus souvent, c'est elle qui va interviewer des gens un tout petit peu comme ce qu'elle faisait sur le Daily Show. Mais les correspondants, on les voit pas beaucoup. Ce qui est dommage parce qu'il y a notamment une correspondante britannique qui est très très marrante. Et donc voilà, ça a perdu en. Je pense que voilà, ce qu'ils ont gagné en moyen, parce qu'il y a un nouveau studio depuis 3 semaines, ça a perdu en qualité. Et l'autre point noir
mais à titre de téléspectateur, c'est vraiment un gros point noir. C'est que Samantha Bee, ils ont genre, je sais pas, 30 numéros par an. Mhm. Last Week Tonight, ils en ont 35. Sauf que on ne sait jamais quand est-ce qu'ils reviennent à l'antenne. Mais jamais. Ouais, c'est Donc vrai. là, ils ont eu 6 semaines de hiatus sans rien dire. Et tu sais pas quand est-ce que ça revient à l'antenne, en fait. Mm. Et depuis le début du show, il y a vraiment un manque de suivi, il y a un manque de fidélisation. Voilà, quoi, qui, je pense, ne peut que de le faire du mal, quoi. Et ça, c'est clair que pour, autant pour une série, n'importe quoi, mais surtout pour un talk show qui, normalement, est beaucoup plus périodique, soit journalier, soit toutes les semaines, etc. La fidélisation, c'est quelque chose qui va payer énormément et qui va faire en sorte que ça va fonctionner, on va en parler. Et aussi, comme tu disais, voilà, la showrunner qui s'en va, faut pas oublier que derrière toutes ces présentateurs, ces présentatrices, il y a une armée, mais une armée réelle comment dire, voilà, d'écrivains qui sont, enfin, qui sont derrière à écrire Moi, tous je les appelle. Moi, pour Last Week Tonight, d'ailleurs, quand ça s'est lancé, c'était tellement furieux Ouais. au niveau des vannes que je les appelais les mercenaires. D'ailleurs, pour moi, Ah oui, les oui. 12 ou 13 scénaristes de Last Week Tonight, pour moi, c'est des mercenaires de la vanne, quoi. Ah, mais de toute façon, je pense que pour tous ces programmes-là, c'est à un niveau au-dessus des vannes qu'on pourrait avoir dans des sitcoms, etc. Parce que c'est des choses qu'il faut qu'elles fonctionnent tout de suite, souvent en live. Il faut peut-être les changer au même moment. Enfin, c'est vraiment c'est des cadors et souvent on n'en parle pas du tout. On parle juste de la personne qui est devant, mais sans eux, sans le showrunner. Bah, peut-être que ça donnerait pas la même chose non plus. Parfois, il suffit de changer une personne, garder la même équipe, et bah, ça marche toujours plus ou moins aussi. Donc c'est quelque chose d'assez spécial quand même, les talk shows, surtout les talk shows américains. Comment dire, il y a aussi comme tu parlais voilà, de John Oliver, on a parlé voilà, du Daily Show. Moi, il y en a un qui s'est arrêté en juin dernier, mais je pense qu'il avait terminé. Il y en a pour une centaine d'épisodes. Il y avait Jordan Klepper, qui était aussi au Daily Show, lui, il a fait un talk show totalement satirique où il se faisait passer pour quelqu'un qui était vraiment de droite, limite complotiste, conspirationniste. Et c'était drôle parce que c'était juste. C'est souvent pour ça que c'est drôle, en fait, ces shows-là. C'est drôle parce qu'en fait, ça fait mal, ça pique là où c'est juste. C'est pas forcément que du burlesque ou du gag de punchline. C'est des choses qui sont très justes. Je sais pas, moi je suis peut-être le seul à avoir regardé The Opposition, qu'on peut trouver sur YouTube assez facilement. Moi, j'ai pas voulu, là. Enfin, c'est comme The President Show. J'étais extrêmement réticent déjà à Ouais. l'idée de ces shows-là parce que sur le papier, c'est beaucoup trop proche que ce que se faisait The Colbert Report. Et malheureusement, je ne peux absolument pas souffrir Jordan Klepper. Je pense que c'est Ah, vraiment d'accord. quelqu'un qui se croit beaucoup plus malin que les choses qui sortent. Et ça ne l'est pas forcément. Et donc, comme je le trouvais que parmi tous les correspondants du Daily Show des 3 dernières années, c'était le plus tête à claque, c'est clair que j'ai pas regardé son show. Et quand t'as The President Show, qui pour le coup a été aussi annulé assez rapidement, je voyais juste pas l'intérêt, en fait. Donc, j'ai jamais regardé, j'ai fait exprès de jamais regarder ces programmes, en fait. Voilà, donc j'étais tout seul à regarder, c'est parce que je pense que Romain là et Greg, non. Non, Moi, je pas du l'avais. tout non plus. Moi, c'était pareil. En fait, j'aimais bien son. En fait, j'aimais bien quand même son personnage dans le Daily Show parce que il jouait un peu le bourrin, mais vraiment le plus bourrin des bourrins. Ouais. Mais par contre, dans The Opposition, là, je rejoins Florian ce qu'il disait, c'est que passer après Colbert sur ce thème-là, j'en ai regardé quelques-uns, mais j'ai pas détesté, ça m'a juste fait un peu ni chaud ni froid et que c'est tellement compliqué de passer derrière certains. Et Colbert et Oliver, dans leur style, ont créé des choses qui resteront, ou même Jon Stewart, qui resteront dans les 50 ans à venir. Donc du coup, c'est compliqué de passer derrière ça et de vouloir faire un peu du copier-coller là-dessus, quoi. Mais c'est Alors, surtout que ce ouais. soit Stewart ou Colbert, ils ont inventé leur propre format qui était leur propre, on va dire, marque de satire politique.
Donc c'est extrêmement compliqué d'essayer de trouver autre chose ou d'essayer d'approprier des choses qui sont voilà quoi, qui sont Et puis en plus, interconnectés les deux. Ils étaient dans leurs émissions, ils ah s'envoyaient des oui, vannes oui, oui. interconnectées, des lives, des machins. Ils ont fait des crossovers limite. Ils étaient à la Hmm. limite du crossover qui aujourd'hui existe très très peu. Fallon essaye de lancer Myers de temps en temps, mais c'est pas à ce niveau-là quoi. Bah, Fallon et Myers, c'est un peu. Enfin, je pense que c'est la chaîne qui doit le demander, mais c'est un peu normal aussi par rapport à leur Oui, historique. C'est que Myers, déjà, a pris. A remplacé Fallon au moment où lui, il est passé au Tonight Show, lui, il est resté au Late Show. Puis de toute façon, ils étaient dans le Saturday Night Live aussi. mm. Tous les deux sont passés par le. Et merde. Le segment news du Saturday Night Live. Weekend Update. Weekend Update, voilà pourquoi j'avais un Saturday Update. Comme on a eu avec Amy Poehler, on a eu Tina Fey, on a pour l'instant Colin Jost Michael Che. et Michael Che. Voilà, c'est aussi c'est aussi normal que l'un et l'autre se répondent parce que ça fait partie de la famille NBC, de la famille SNL. D'ailleurs, je pense que le Weekend Update en soi a un petit côté pas de talk show, mais la partie un peu monologue, un peu réaction de l'actu que peuvent avoir ces talk shows là. Et ça, c'est un truc que j'aime bien regarder aussi à part. Personnellement, j'aime beaucoup regarder Saturday Night Live, mais c'est un truc qui peut se regarder à part et qui aussi a un côté. Il y a des vannes qui volent à une vitesse folle aussi dans ce genre de choses. Mais voilà, pour le meilleur, que je préfère d'ailleurs par rapport à Fallon. Et puis bon, il y a Fred Armisen à la musique aussi. Bon, Fallon, il a Il a les routes. il C'est a un les peu. roots, mais voilà, mais En plus, Fallon, il a toujours eu cette volonté, vu qu'il vient d'MTV, il a toujours eu cette volonté musicale et tu peux passer de. ah Tu oui, as vraiment une scène Justin mais Timberlake monstrueuse avec l'histoire du rap, ça Ouais, et reste puis même en marqué plus, quoi. même en général, c'est-à-dire qu'il va Ouais, passer d'un petit truc d'une nana qui va chanter toute seule dans son coin a cappella à un gros à U2 qui va limite venir, quoi. Et du coup, ouais. il y a une diversité qui est assez monstrueuse, du coup. Ce qui fait que ça touche beaucoup de personnes et que c'est Ça- même si beaucoup de personnes le trouvent tête à claque, on n'est pas encore au niveau d'un Cyril Hanouna, mais c'est le côté chaud quoi. C'est voilà, c'est les blagues potaches, les trucs comme ça. Mais au Mais moins, bon, lui, ça reste bon contrairement à enfant. Cyril Hanouna, par exemple, quand il a touché les cheveux de Trump, un an après, il s'est excusé. Tu vois, il s'est rendu compte qu'il avait fait de la merde à Hanouna, il lui dira Ah, jamais ouais. pardon au moins. Donc Oh, au bon. moins, Fallon, il a compris qu'il voilà, Qu'il avait qu'il fait y avait beaucoup une de merde limite. et ça a fait beaucoup de mal. Je pense que ouais. Ça a été Mais difficile pour lui. faut Hein. pas oublier quelque chose. Faut pas oublier quelque chose avec justement Hanouna. Et donc, enfin, moi, j'ai pas regardé les premières saisons de Touche pas à mon poste comme Romain, sachant que c'était sur France 4 sur les premières saisons. Ouais. Mais ce qu'il faut pas oublier avec Hanouna et surtout l'Hanouna actuel, c'est que il se base de plus en plus sur la télé italienne. Et la télé italienne, c'est que des joutes verbales, Ah, c'est c'est vrai. voilà tout un format avec des chroniqueurs grande gueule autour de la table et où ça, l'idée en fait est que soit ça parte en couille, soit qu'il y ait des private jokes qui font revenir les gens chaque soir. Et du coup, en fait, il y a pas de format millimétré comme tous ces formats américains en fait. Bien sûr, Mm. ouais, parce que même quand tu prends Hanouna, tu peux prendre, ça a toujours été ce format de table, effectivement, même qu'a pu avoir De Chavannes ou même qu'a pu avoir Christine Bravo à l'époque quand elle avait fait son tour d'Europe. Ouais. Effectivement, des personnalités ultra différentes autour d'une table, le fou, le gentil, le mignon, le ceci, le cela, et tous Ouais. autour, effectivement, un peu à hurler, quoi, ouais. C'est très Mais il français, y a des, très belge ce genre de format de la table, voilà, en il fer y à en a, il y en cheval. a, je crois qu'il y en a un qui a pas été tellement essayé, je pense, c'est les formats anglais en fait. Non. Il y a les trucs de la BBC en fait, Ouais. enfin, qui font parler de merde. Comment il s'appelle le mec de la BBC? Ah, C'est pas Graham. oui, Graham Norton. Graham Oui, Norton, Graham ouais, c'est ça. Norton, c'est ça. Et donc lui, ouais, ça fait lui, il a pignon sur rue depuis 15 ans. Il Mais lui, reçoit tous les c'est plus gros génial stars. aussi. Ouais. Mais ça, c'est ce genre de format et ce genre, on va dire, de venues promotionnelles et de trucs où les stars se détendent et font le con. Je pense que ça a un tout petit peu été fait avec Koé, sauf que Koé étant Koé,
les échos après de la venue des stars et de la venue promo, elles étaient beaucoup plus embarrassées que lorsqu'elles viennent sur la BBC chez Norton, quoi. Ouais. Donc, ouais. Et Ça donc, dépend du talent. ouais, donc ça, ce sont les shows qui fonctionnent. Par contre, bien sûr, dans tout ça, il y en a plein qui ne fonctionnent pas. Et dernièrement, ce qu'on voulait aussi toucher, c'est que Netflix a essayé à plusieurs reprises. Notamment, ils ont même récupéré Letterman dans tout ça. Et d'ailleurs, c'est assez qualitatif. C'est différent de ce qu'ils faisaient avant, mais on ne perd pas complètement Letterman. Par contre, voilà, on a eu... Ouais. Pardon ? Les gens non, parce que Letterman, il a instauré un truc, c'est que les gens, ils sont contents d'y aller et de se livrer et tout ça. Alors après, c'est vrai que c'est hyper consensuel quand Clooney vient ou Obama, on se doute que ça va pas être la même chose qu'avant, mais ça va être les seuls qui vont être capables d'avoir une vraie discussion avec eux parce qu'ils vont se sentir tellement à l'aise avec lui et que lui, il va les mettre dans une ambiance cool, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est l'ambiance un peu cool, un peu comme il disait de toute façon jusque-là. Mais dans le format plus classique, on a eu Chelsea Handler qui a, je crois, essayé à 2 reprises, si je me trompe pas. Et ça a duré 2 saisons sur Netflix. Bah, en fait, elle avait fait un premier truc sur Netflix où c'était plus elle qui allait faire des expériences avec des potes, un peu, voilà. Et qui s'appelait Et après, Chelsea. ouais, pardon. Can Lou Handler 10. Et après, c'est vrai qu'elle a tenté un peu ce format-là, un peu posé justement avec des invités, avec tout ça, et ça a pas du tout pris du coup. Non. Et dans un truc où elle-même, elle l'a dit après, elle se sentait pas hyper à l'aise parce que c'était hyper formaté et qu'elle, elle a énormément besoin de partir en sucette et tout ça, et elle se sentait beaucoup trop formatée rien que d'être dans un studio pour elle, c'était insupportable, alors que ce qu'elle avait fait avant, c'était en mode je fume de la marijuana avec des potes, je vais prendre de la drogue dans des pays où c'est autorisé, des trucs un peu sauvages quand même elle peut être, et qui, moi j'aimais bien à ce moment-là dans ce qu'ils avaient proposé sur Netflix parce qu'elle avait ce côté justement, je m'en bats les couilles quoi, entre guillemets. Mais après c'est vrai que ce format de studio, ça allait tellement pas avec elle, ça a pas, voilà. Puis après, donc on a eu aussi niveau féminin, on a eu Michelle Wolf la saison dernière où ça n'a pas duré du tout. Non. C'est même assez catastrophique apparemment de ce que j'ai pu lire niveau retour. Elle aussi, elle vient du Daily Show, c'est ça, je me trompe pas? Ouais. Mais c'est pas la première fois. Elle a aussi des talk shows. Elle a eu The Break avant, si je me trompe pas aussi. Et puis là, Michelle Wolf, voilà, a essayé, mais bon, je l'avais dit de toute façon dans le podcast. Moi, j'y arrivais pas, même si c'était bien écrit, j'arrivais pas. La voix, la façon de présenter, le côté nerveux, le côté pas sûr d'elle, ça me fatiguait assez rapidement. Je sais pas si quelqu'un d'autre ici c'était pareil. Pour Michelle Wolf, ouais. Moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu sur son talk show de Netflix, mais je pense on saura jamais vraiment parce que du coup même si l'équipe parle, je pense pas qu'ils le sauront vraiment les raisons, mais je pense que comment ça s'appelle, The Break a eu beaucoup trop de moyens trop vite. Donc c'était quelque chose qui était surproduit par rapport à ce qu'ils essayaient de faire, hein. Et ça, on va dire, ça en jetait. Donc moi j'étais, je crois que je l'avais tweeté à l'époque, là en février dernier, j'étais abasourdi de voir les moyens qui ont été mis. Voilà quoi, c'était même, je pense, mieux que Jimmy Fallon quoi. C'était énorme studio, énorme moyen de production pour les segments. Ils faisaient tout, ils faisaient littéralement tout ce dont ils avaient envie avec un budget illimité. Et le problème, c'est que en général, même Samantha Bee a eu genre 2 ans pour faire ses preuves, alors qu'elle a enregistré dans un clapier à New York, etc. Enfin, on voyait que le studio était tout petit. Avant qu'on lui donne plus de moyens et voilà quoi, que le show soit plus confortable. Donc clairement, Netflix, en fait, ils ont été trop vite en besogne sur un talent qui malheureusement, ils ont pas Michelle Wolf, elle a pas non plus fait énormément ses preuves en tant que comédienne stand-up. Elle a que 2 ou 3 spectacles. Voilà, elle écrivait beaucoup de vannes pour Seth Meyers, donc c'est clair que ça, elle apparaissait à l'antenne et tout, donc ça a beaucoup aidé.
Mais voilà, après, c'est clair que voilà, fallait pas aussi passer au-delà de la voix Oui, qui était pour le coup déjà présente dans son Daily Show, donc c'est vrai que elle est restée sur un élan de ça. C'est comme, tu vois, par exemple, on peut parler d'un autre mec qu'on peut parler, parce que l'intérêt aussi de Netflix, c'est d'avoir essayé de récupérer, parce que le Daily Show était une vraie école, c'est-à-dire que c'est l'un des rares qui a proposé autant de correspondants, autant de mecs qui après ont été récupérés un peu partout. Et quand tu regardes Wyatt Cenac, par exemple, ce qu'il fait lui aujourd'hui. Oui. Oui, ce qu'il fait aujourd'hui. Et il a fait une Florian. Et il a fait le Florian, hein. Comme quoi. Il faut un Bref. baptême du feu. Bref, je pense qu'on va continuer parce que sinon on va attendre un peu trop longtemps. Mais après, il y a eu aussi Joel McHale qui a essayé de faire un retour de The Soup avec son show qui a été expédié en juillet. Alors que, très franchement, j'étais bien content de le retrouver. Là, c'était vraiment le côté où tu mettais ton cerveau de côté. Ça, je comprends pas. Je comprends pas. En plus, c'était produit avec deux francs, avec 2 sous, Ouais, ouais. voilà quoi, 6 sous. Et Par Paul Feig en honnête- plus, voilà, derrière. Mais... exactement. Paul Feig arrêtait pas de faire le con chaque épisode. C'était Ouais, très marrant en fait. on voyait La- qu'ils avaient pas de moyens, ils le savaient, ils s'en foutaient, ils faisaient n'importe quoi et C'est ça. Il se faisait plaisir. ils se faisaient plaisir Ouais. et ça faisait plaisir à voir. Et puis d'un coup, non, stop. Et on sait pas les raisons, c'est ça le plus chiant là-dedans et on les Non. saura jamais. Les seules raisons qu'on sait, c'est que Netflix, eux, ils sont dans la fidélité des abonnés, ils sont dans l'engagement de chaque abonné qui regarde, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Et je pense que voilà, les marchés où ils pensaient, les pays où ils pensaient que ça marcherait mieux, Ça n'a pas marché. voilà quoi, ça marche pas. Et Voilà. alors justement, par contre, une fois que ces deux-là ont été annulés, directement ils ont annoncé que ben voilà, il y a Norm McDonald's qui a maintenant son talk show pour 10 épisodes en tout cas, qui est donc depuis le 14 septembre. Et ben moi quand j'ai vu le gars, ben en fait ouais, c'était un ancien aussi du SNL. Il a des invités quand même assez sympathiques. Hein. Bon voilà, il y a Jane Fonda, Michael Keaton, Chevy Chase et aussi Lorne Michaels ou même David Letterman. Ça dure une demi-heure et là on est plus proche du talk show, ouais, on va dire un peu à l'ancienne. C'est détendu, c'est drôle. Mais encore une fois, par contre là je ne vois pas que ça Norm continue. Macdonald, il est très très particulier et bon, Ouais. il est très très controversé parce que si tu sais ça, enfin, il y a toujours eu des rumeurs que l'entourant, non pas sur sa vie personnelle, mais surtout sur ses opinions politiques. Ouais. Et c'était un des rares comédiens en fait qui ont plus des tendances conservatrices. Même si du coup ça s'est jamais forcément retrouvé, mais il a fait plusieurs, on va dire, blagues limites au cours des années. Voilà quoi, enfin, notamment sur son passage à Weekend Update, qui d'ailleurs se rapproche dans l'humour, rentre dedans de ce que font Colin Jost et Michael Che actuellement. Mais Norm Macdonald, en fait, le fait que Netflix parie sur ça, sachant qu'il a déjà eu un talk show qui s'est viandé, qui est pour Comedy Central, qui s'appelle The Sports Show, c'est un tout petit peu compliqué quoi. Et moi par contre ce que je crains énormément que Hassan Minhaj, ouais voilà, qui lui arrive en octobre, fin octobre. Voilà, ouais, et je pense que Hassan Minhaj il va être voilà quoi, enfin, il va être enterré avant même d'avoir pu faire ses preuves quoi. Ouais bah, c'est ça, lui aussi vient du Daily Show hein, voilà, mais en gros, pour l'instant, tout ce qu'on sait de son show, c'est qu'il y a normalement une commande d'un minimum de 32 épisodes. Ouais. Est-ce que pour autant, ça va pas faire comme Joel McHale, c'est-à-dire qu'il y a 32 épisodes et puis on te donne toute la fin à un moment donné, tu te débrouilles avec. C'est à voir. En tout cas, c'est intéressant. Netflix essaye. Netflix le gère pas très bien, je pense jusque-là. Ou en tout cas, ne met pas les pions là où il faut. Mais ah non, ils savent pas faire. Ils ont les thunes, mais là pour l'instant, ils savent pas faire quoi. Soit c'est trop de thunes pour Michel Wolf, soit c'est pas assez pour Joel McHale, et dans les deux cas, ça dégage. Donc et en plus, ce qui est inquiétant, c'est que du coup, le nombre de comédiens actuels qui, avec des podcasts, avec des sketchs, avec même des stand-up qui méritent un talk show, du coup, voilà, qu'ils aillent faire un talk show chez Netflix, du coup, vu les dernières expériences, c'est un tout petit peu inquiétant, quoi. Ouais, c'est inquiétant. Ouais. Bon, voilà, je pense que
globalement, on a fait un tour. Est-ce que Romain, tu vas ajouter quelque chose parce qu'on t'a pas entendu depuis un petit moment. Tu regardes non, peut-être ça moins ira. que nous en fait. Voilà, Moi, mais je voulais juste dire deux mots, mais vraiment ouais, deux mots sur Bill Maher. ouais, Bill Maher, ouais. Alors, je suis peut-être la seule personne que je connaisse qui regarde Real Time with Bill Maher. Non, je regarde. Tu regardes aussi. Oui, oui. Donc, Monsieur Seri, pourquoi regardez-vous Real Time with Bill Maher? Je pense que c'est dans son, comment dire, dans sa façon d'être ou dans son phrasé. C'est plus ça, c'est parce que il y a des vannes qu'on peut retrouver peut-être parfois ailleurs, etc. Mais c'est lui. Encore une fois, c'est un personnage, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment c'est un personnage, une gueule, une façon d'être un peu, je sais pas, un peu classe, mais un peu foufou aussi dans sa tête. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi. Je sais pas toi, par contre. Mais moi, j'ai une expérience assez particulière, c'est que j'avais très très peu d'intérêt pour regarder ce qu'il faisait jusqu'à l'élection de Trump, et donc je me suis aussi mis Ouais. à regarder Maher juste après Trump, puisque voilà, lui fulmine chaque vendredi soir dans le monologue. Mhm. Et moi, là où j'ai été surpris en fait, c'est que euh, ce qui me fait continuer à regarder Bill Maher, c'est pas lui en particulier. Je pense sincèrement que là aussi, je suis un des seuls à le considérer, que le format de Real Time with Bill Maher pourrait fonctionner avec une autre personnalité qui soit un tout petit peu moins problématique et qui laisse un tout petit peu parler ses invités. Ce qui est le gros problème de Bill Maher, en fait, c'est que le C'est mec vrai. veut toujours la ramener et il veut toujours avoir le dernier mot. Mhm. Ça peut être une qualité dans la vie à partir du moment où, mais dans un talk show où tu reçois des huiles et vraiment l'intelligentsia, enfin, je veux dire, il y a un auteur comme Salman Rushdie qui a pignon sur rue et qui revient tout le temps dans l'émission, quoi. Ouais. Donc, c'est des gens, c'est des auteurs, c'est des universitaires, c'est des gens que tu verrais par ailleurs sur CNN. Et du coup, il y a un vrai programme de qualité avec justement les invités et avec ce qu'ils ont à dire et avec les thèmes qui sont abordés chaque vendredi. Donc ça, il y a vraiment, enfin en termes de programme d'actualité, c'est vraiment excellent. Malheureusement, en termes de comédie, c'est très souvent assez léger. Il y a des segments qui sont assez brillants, mais le plus souvent, malheureusement, au bout de 15 ans, en fait, on sent que Bill Maher, en fait, a des espèces de croisades contre, entre guillemets, les réseaux sociaux qui bousillent notre vie, Ouais. la religion organisée, puisqu'il est de notoriété publique que Bill Maher est athée, et je pense qu'il incite à peu près l'entièreté de la population à le devenir. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc il y a pas mal d'opinions de Bill Maher qui sont sorties de manière rentre-dedans et qui sont totalement problématiques. Et notamment, voilà quoi, il y a eu des virées racistes qui ces derniers temps qui lui ont valu une certaine réprimande. Donc voilà, c'est un mec qui accuse un tout petit peu son âge, mais qui continue à avoir un véritable intérêt justement dans ses invités et dans les débats politiques qui ont lieu. Mhm. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que ces derniers temps, ouais, mais je pense que il y a beaucoup d'autres personnes comme ça qui, au bout de quelques années, ouais, il serait temps qu'ils soient remplacés peut-être, ou en tout cas qu'ils soient mis sur un autre format, ou et c'est vrai que peut-être que dernièrement, je suis pas à jour du tout sur ce qu'il fait. Lui, c'est chez HBO, si je me souviens bien. Ouais, et Donc c'est OCS aussi, HBO OCS. voilà, c'est un peu plus compliqué à trouver de façon légale. C'est vrai que ça peut s'essouffler. Mais c'est vrai que le personnage, pas surtout, mais c'est vrai il y a un côté que j'aimais bien, un peu rentre dedans comme ça que j'aimais bien. Mais bon, Non, maintenant, mais c'est devenu une caricature de libéral snob en fait. C'est-à-dire que ouais, c'est peut-être ça aussi, ouais. quelque part la personnalité en fait qui a monté en grade sous Clinton et le premier gouvernement Mm. Bush, voilà, avec après Real Time, ça a été mis à l'antenne en 2003 quoi. Ouais. Et juste après que justement son précédent programme annulé par ABC.
D'ailleurs, des passages controversés, des invités controversés, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Mais le problème, c'est que cette personnalité-là, non seulement elle tourne en rond, elle nous emmerde, il ne manque jamais une occasion de le rappeler, mais c'est devenu une caricature du libéral snob qui veut avoir le dernier mot. Et donc, ce qui fait que il y a pas mal de journalistes télé, et d'ailleurs le fait que Real Time soit, même s'ils gagnent des Emmy ou qu'ils sont nommés aux Emmy, soit un tout petit peu laissé de côté par les critiques télé, je pense que la raison est que la grosse majorité des journalistes télé ont commencé à trouver Bill Maher insupportable, et voilà. Ouais, c'est pas faux, ça peut, à force, Il effectivement. il s'est tiré tellement de balles dans le pied qu'il a plus d'orteils, quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour et il est même temps que l'on passe à la suite et que l'on essaie de terminer tout ceci, si vous êtes bien d'accord. On va passer à un petit segment quiz, histoire de, hop, se rafraîchir, et puis on partira rapidement sur les recommandations en quelques mots. Vous êtes prêts pour le quiz ? Oui. Les amis, c'est le père Fougas. Allez, j'ai une devinette pour vous, je sais que vous aimez ça. Qu'est-ce qui est petit, vieux et qui vient de se faire dessus? Je fais n'importe quoi. Bref, j'ai cliqué. Bon, alors, j'ai fait comme la dernière fois, j'ai été chercher des séries sur Allociné, j'ai été chercher des commentaires négatifs, et vous allez devoir deviner de quelle série il s'agit. Ça va ? Ça Un peu va. compliqué. Oui. Alors, attention, vous êtes prêts ? C'est série merdique. Je me demande comment on peut créer un tel scénario. Les acteurs sont débiles, j'ai pas aimé du tout. Je préfère de loin Prison Break et Sébastien. Puis le scénario ne m'a pas du tout tenu en haleine, que j'ai mauvaise d'ailleurs. Au contraire, ça m'a donné envie de faire dodo et une petite turlute. J'avoue que celle-là, elle est un peu... Celle-là, elle va être très très dure à trouver parce que bon, ça peut être n'importe quoi. C'est un peu le commentaire par défaut. C'est une série récente, oui. Sur Netflix, hein. Non, NBC. Superstore. Non, mais est-ce que vous Non. donnez votre langue au chat ? Oui. Non. Parce que c'est une comédie. Non, c'est une dramédie. This Is Us? Oui. Oui. Mais en gros, quand j'ai lu ce truc-là, moi ça m'a fait rire, c'est la façon dont c'est tourné, mais c'est vrai que globalement, tu peux prendre ça et le coller un peu partout, ça marche. Voilà. Ça passe. Alors, peut-être un peu plus simple. Très bonne série. Alors, attention que ce sont toujours des commentaires qui ont donné allez, maximum 1 étoile sur 5. Vraiment. Alors, très bonne série, mais une honte en 2017 de faire une saison avec 9 épisodes. Cette série mérite 20 épisodes par saison. Ils gonflent vraiment à faire ça. Supernatural, il y a 20 épisodes par saison. Ils sont en train de gâcher la série, on va devoir attendre encore 1 an juste pour 9 épisodes. Westworld? Non, c'est une série française. Non, Non, 9 épisodes, ouais. Donc c'est une série britannique. non plus. Non Ah plus. bon 9. Série Netflix. Dark? Non. Attends, 9 épisodes, qu'est-ce qu'il y a eu 8 épisodes récemment? Et, retenez aussi que 2000 dedans... il- 2017. Ouais, 2017, mais surtout, la personne a utilisé Supernatural comme une comparaison. Ah, Donc c'est un truc avec... Fantastique. Attends. The Innocents? Non, Non, c'était en 2017. Travelers, non? non, Time Travelers? Non, ouais. non, personne. 9 épisodes en 2017. C'est chaud. Non. Ouais, non. Stranger Things. Ah oui. Ah, mais Bien oui. joué. Effectivement. Je pensais Là- qu'il y en avait 13. Non. Alors, là, par contre, ça devient à chaque fois un peu plus facile, ou en tout cas, ça met plus sur une piste. Je me suis arrêté après 2 épisodes. Il fume tout le temps. Pourquoi faire ? C'est quoi l'intérêt ? Oui. À part faire Mad Men. Non, Oui. à part faire l'apologie du tabac, tu passes ton temps à les voir fumer, banaliser un acte mortel. L'industrie du tabac a dû passer par là. Ouah. Ah, c'est C'est beau. dur. C'est HBO. The Westworld. Non, Non, Boardwalk Empire. non,
Non plus. Il y a une 3e saison qui va arriver. Voilà. The Deuce? Non. C'est vrai que ça peut être aussi. Je suis mauvais à ça. True Detective. Ah, Ouais. Il fume tout le temps. oh là là. On est Bon. mauvais. Hein. Ah ouais, mais j'ai été chercher des trucs un peu plus Ah, on chiants est cette mauvais là fois-ci. ce soir. Là, Alors, je parle pour moi hein, surtout. tu vois, par exemple, j'avais pris Westworld, mais le seul que j'ai trouvé qui me faisait rire, en gros, ça peut être n'importe quelle série, c'est ok, bien filmé, bien joué, mais pas d'action et que du blabla. Trop de blabla qui me donne des boules de ventre. Des boules de ventre. Des boules de ventre. Ouh. Alors, attention, celle-là, ouais, ça devrait aller. Après 5 épisodes de la saison 2, je me suis cru dans une série de péage d'autoroute du dernier week-end de juillet. J'ai arrêté. Je te fais la même série sur le périph' et au bois de Boulogne avec un caméscope, il y a moins d'action que dans le miel et les abeilles. Ah, The Deuce. Non. Autoroute. Ah, auto. Essaie de penser ces séries comme ça où, voilà. C'est une série qui en général, le premier épisode est bien et le dernier est bien, mais au milieu il n'y a rien. The Walking Dead? Oui. Ah, bravo. J'aime beaucoup il y a moins d'action que dans le miel et les abeilles, ça fait quand même mal. Et on va du côté de l'Angleterre pour la dernière. Alors, attention. Si la foire fouille se lançait dans la série télé, cela donnerait ça. La mise en scène est médiocre, les claquements de porte et les intrusions à l'écran sont téléphonés d'avance. Au lieu des « Ah !» de surprise, j'ai poussé des « Pfff » d'ennui. Doctor Who? Non. Celle qui cartonne avec Rob Snow. Bodyguard? Non, c'est Non, pas ça. non, non. Plus ancienne. Enfin, plus ancienne. Plus ou moins. Elle est assez, C'est quoi elle est assez la apériodique. C'est un personnage de roman. Ah, Sherlock. Non, voilà. Luther. Oui, c'était Sherlock. Ah, Sherlock. ouais, bravo. Si la foire fouille se lançait dans des séries télé, les claquements de porte et les intrusions à l'écran sont téléphonés. Mais quoi? Voilà, donc c'est vrai que j'étais un peu plus chiant cette fois-ci, un peu plus dur là-dedans, parce que bon, en général, il donne les on a noms. été vachement mauvais. Moi, j'ai 0 en fait. Bravo à Romain. Voilà, C'est donc, Romain qui a eu le plus. Hein. je pense que Romain a Ouais, eu il y a plus, 2 ouais. points, quoi, donc c'est pas grand-chose. Ah, tu gagnes largement d'un point. Merci. Ouais, effectivement. Et vu que qu'on arrive à la fin du mois, Romain, pour le mois prochain, pour l'épisode où on devra parler d'un pilote ou d'un épisode spécial d'une série, tu auras le choix. Tu n'es pas obligé de le faire maintenant si tu n'as pas d'idée. On en reparlera un peu plus tard. Ouh là là. Voilà. Ok, super. Suspense. Je vais vous torturer. Ah, génial. Ça Oui, fait oui, longtemps. torture-nous. Un petit pilote Écartez-le-nous. de Melrose Place ou vas-y. Mais Space, on a déjà eu. Bah oui, justement. Pour rester dans la même veine. Oui, ok. La même Eh, veine pour j'avais fait surface, hein, donc le niveau il est là. Hein. C'est vrai. Le premier épisode de Joséphine Ange Gardien. Pour le retrouver. Peut-être pas jusque-là, mais bon. Non, On va peut-être arrêter les conneries quand même, là, non? Il y avait Francis Huster qui avait fait une série où il était médecin. Ça peut être sympa, ça, non? Garde de nuit, c'est ça? Ouais, je crois, ouais, un truc comme ça. Ouais. Bon, on va passer aux recommandations. C'est n'importe quoi. Les recommandations! Les rocs, c'est les recommandations. Mais Exactement. il n'y a plus le jingle où il faut dire ta mère. C'est les- Ah, j'étais préparé, moi. C'est Ta mère! mon imitation, c'est mon imitation de Angus de ACDC. Voilà. Ah, Angus. Bon, alors, dans les recommandations, je vois que... Greg, tu veux parler de Killing? Ouais, alors il faut aller vite de toute façon. Ouais. Alors, tu Killing, as 2 minutes. J'ai 2 minutes top chrono. Alors, Killing, pour faire simple, nouvelle série de Showtime qui vient de commencer. Les premiers épisodes ont été dirigés par Michel Gondry. Dans les acteurs, il y a surtout Jim Carrey. Ouais. Bon, il y a Frank Langella, Judy Graham, mais il y a surtout Jim Carrey. Et en fait, c'est l'histoire justement de Jim Carrey qui joue un marionnettiste qui s'occupe d'un show pour enfants avec plein de marionnettes autour de lui. Et en fait, le premier épisode, c'est assez sombre. C'est en fait, il veut faire un show sur la mort. Parce qu'en fait, on apprend très vite qu'il a vécu lui-même un drame. Et en fait, c'est une histoire autour de lui, autour de sa famille, autour de lui qui se reconstruit. C'est assez touchant.
Et les personnages autour de lui, qui jouent soit sa sœur, soit son père, sont aussi assez touchants, mais en même temps, ils sont face à des dilemmes, c'est-à-dire qu'en fait, le show dont il s'occupe est un show, c'est limite les Muppet Show, c'est-à-dire que ça rapporte des millions, et il n'a pas le droit d'être triste. Il n'a pas le droit. Donc, d'un côté, il faut qu'il continue à être ce personnage qui est le personnage de Mr. Pickles. Du coup, on le pousse à continuer à faire le show, alors que lui, il n'a qu'une seule envie, c'est de pleurer et de faire un show sur la mort. Et on lui dit, il ne faut pas faire de show sur la mort pour les petits-enfants de 5 ans. Donc, c'est pas possible. Et du coup, il y a tout ce dilemme qui se met en place. Après, en termes de on va dire, de réalisation et tout ça, on sent bien la petite patte Gondry, en tout cas sur les premiers épisodes. Mhm. Et ça recommence sur les premiers épisodes. Voilà. C'est pour ça que je lui donne la parole tout de suite, histoire que tant qu'il parle, voilà, mais... Ah non, quand même. Ah ouais, à ce point-là. Bon, allez, salut. Ouais, bon là je suis T'as un peu pas embêté. la musique de Géopardy ou c'était juste pour moi? Attends, je sais pas. Non, c'est pas ça. On est un peu plus talk show là, comme ça. Il va jamais revenir en fait. C'est ça. Ah, voilà. Ah non, je suis désolé. oui, donc là, on touche la patte Gondry, oui. Ouais, après la patte Gondry. Juste pour finir vite fait sur Carrey, le seul petit souci que je trouverais à la série, c'est que Carrey, on sent bien que ça fait longtemps qu'il a un peu quitté la comédie, ça fait un peu longtemps qu'il fait de la peinture, et du coup, là, il nous rejoue un peu tous les personnages qu'il a joués au temps de sa carrière d'une scène à l'autre. C'est comme un personnage qui vous ferait un accent mexicain, puis un accent allemand, puis un accent à truc Michel après. Leb, quoi. Ouais, oui, voilà, c'est Michel Leb en fait. Et c'est un peu triste. C'est un peu triste parce qu'on J'ai retrouve pensé un la peu- même chose, bravo. Je suis un peu triste par rapport à ça, c'est qu'en fait on retrouve un peu le Jim Carrey de justement avec Gondry d'Eternal Sunshine, très triste, avec beaucoup un peu énervé mais très triste. On Ouais. retrouve aussi un peu le Jim Carrey des autres films qu'il a pu faire. Excusez-moi, j'ai un peu des trous de mémoire pour d'autres trucs, mais et c'est un peu dommage de ne pas avoir d'unité. Donc c'est une série qui est vraiment très touchante, mais qui manque un peu de ligne directrice. Et après, autour de lui, il a plein de personnages très touchants, notamment il y a le personnage d'un de ses enfants qui part un peu en sucette, qui est vraiment un peu un ado relou. Et moi, ça me donne vraiment envie de voir la suite. J'espère juste qu'ils vont un peu se regrouper un peu autour de ça, quoi. Ok, bah c'est ce que je lis à peu près partout, c'est ouais, ce côté un peu disparate, et puis le côté très Gondry, même si c'est pas tout le temps lui derrière, quoi, c'est un univers, quoi, et puis parfois il manque un peu de substance. C'est ça manque un peu de magie à certains moments. Voilà, c'est un peu voilà. Mais des fois, tu retrouves un peu quand même les petits trucs de Man on the Moon qu'il avait fait, ou du Truman Show. On retrouve ces petits sourires qui te rappellent le Carrey qu'il était il y a 20 ans, et c'est plaisant. Mais c'est un peu, j'ai l'impression parfois un peu de voir un concert d'adieu, quoi. Ouais, mais en même temps, ça fait aussi le côté retour sur sa carrière, toi, voilà, j'ai toujours été celui qui devait faire rire à tout prix, mais bon, j'ai aussi d'autres trucs, et c'est un petit peu aussi une espèce de thérapie pour lui. Oui, c'est un peu le deuil du personnage qu'on a toujours demandé qu'il soit aussi. Ça parle de deuil aussi autour de ça, c'est sûr. Ouais. Alors, en parlant de deuil, hop, la super transition. BoJack Horseman, saison 5, Romain. Oui, mais BoJack Horseman est revenu sur Netflix là il y a pas très longtemps. Oui, une semaine. Hein. Quand c'était le 14 septembre. Voilà, donc notre cheval favori est revenu pour 12 nouveaux épisodes. Et franchement, j'ai voulu essayer d'en regarder juste un seul par semaine et j'ai pas pu. J'ai vraiment pas pu. La qualité d'écriture de cette saison 5 elle est folle. Et oufissime. L'épisode du churro ou encore l'avant-dernier de la saison qui m'a mis en transe totale. Et de se dire en fait que c'est une série d'animation mais qui a des qualités d'écriture limite plus grandes que tous les dramas diffusés sur les networks, quoi. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Moi, je suis resté sur le cul avec cette saison 5, vraiment. Ouais, bah, de toute façon, des premiers épisodes, les cartes sont tirées, tu sais sur quoi tu vas aller, et encore plus fort. Ouais, exactement. Et pourtant, les 2 premiers épisodes, j'ai eu un petit peu de mal vraiment à me remettre dans le bain, à retrouver vraiment cette petite touche de BoJack Horseman qui est quand même un humour
très noir, très cynique, Ouais. ultra pessimiste, où c'est morose tout le temps, puis après il y a une certaine allégresse, enfin c'est un contraste et un ascenseur émotionnel qui varie en un claquement de doigts, donc ça m'a un petit peu déboussolé au départ, mais une fois que la saison était lancée, c'était l'autoroute de l'amour, hein, vraiment. Ouais, enfin, l'autoroute de cette série, l'amour. hein. Oui et non, l'autoroute de l'amour parce que Ouais, la ouais. qualité Par était rapport à, folle, pas par l'autoroute rapport à l'amour de la en mode, série. Oui, oui. voilà. Ouais, parce... Ah, ça En vous c'était. remerciant. Voilà. C'était une transition. Ouais, non, les transitions, c'est C'est quelqu'un l'automne, qui se mouche. c'est l'automne, il fait froid. Ouais, non, il fait froid le matin et puis l'après-midi, il fait très chaud. Mm. Alors, par contre, moi, j'ai cliqué sur une série sur Netflix que j'ai téléchargée pour regarder aussi dans le train. Pourquoi j'ai regardé? Parce que, voilà, c'est pas l'affiche me plaisait bien. J'avais globalement rien vu de The Good Cop sur Netflix. Ni trailer, ni quoi que ce soit. J'ai juste vu, voilà, Tony Danza et j'avais pas reconnu tout de suite Josh Groban dans les acteurs principaux. Et oui. Et, Sort un album en même temps. c'est possible, je sais pas. Je Ah, je te le dis. C'est Il a exact. sorti un album, ouais. Voilà, donc bref, The Good Cop, ce n'est pas sur l'album de Josh Groban, c'est une série policière avec un... C'est marrant, on a parlé de Bored to Death la semaine dernière avec le générique un peu classe, comme ça, film noir, tout. C'est pareil, Oui. c'est assez pareil, sans les dessins. Et ça parle de quoi? Ça parle d'un flic dont le père était aussi flic, mais qui se retrouve un peu à sa charge, en tout cas pour l'instant, pour une sombre affaire de corruption. Donc il a perdu son badge, etc. En gros, ça va être une dynamique de... lui, c'est vraiment Josh Groban qui joue donc Anthony. Va vraiment jouer le flic parfait, c'est-à-dire que il retient tout, il voit tout, il est super bon au flingue, il est aussi dans sa vie très, très stricte, il y a rien qui est laissé au hasard du tout, alors que son père, c'est le côté où justement il n'y a pas à s'en faire, il est très 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 à l'aise, hein, c'est le père, comme Tony Danza le joue comme ça, comme espèce de père italien où il aime bien draguer, il aime bien boire, il aime bien jouer au billard et jouer son pantalon et se retrouver en slip dans un bar, ça ne pose aucun problème. Et tout ça, bon, c'est du vécu dans la série. Et j'adore ce ton justement de clown, de clown triste et de clown un peu, enfin entre guillemets triste et de clown auguste comme ça qui joue sur un décalage tout le temps. C'est burlesque, il y a des vannes qui passent toutes seules, mais comme tout est un peu... Le personnage est un peu pince sans rire, il y a des vannes qui passent sans devoir appuyer dessus, sans devoir vraiment insister. Et puis parfois, elle arrive, l'effet arrive un peu après, dire ah ouais d'accord, je viens de la comprendre. Il y a des personnages dans tous les sens qui, même les personnages secondaires sont quand même très drôles. Il a un assistant qui est très jeune et qui dans un épisode a une montre qui lui dit quand il doit boire, quand il est déshydraté. C'est le premier. C'est dans le premier, parce que c'est dans le deuxième, c'est avec le mannequin. Et dans le premier, voilà, déjà ça, ou alors le fait qu'il va regarder, je sais plus, je crois qu'il regarde un porno à un moment donné, ou... Pas un porno, mais c'est dans le deuxième une vidéo d'une stripteaseuse, et il va pas se rendre compte d'un truc. Enfin, il est un peu con, il sert pas à grand chose. Et puis il y a le vieux flic qui était l'ancien collègue de son père, qui lui, en fait... Voilà, c'est la caricature du vieux flic qui a plus envie de trop se faire chier, qui passe son temps à manger des chips et à être énervé par le jeune con. Je mets un bémol à cette description. Ouais. Ce vieux flic qui passe son temps à manger des chips, Ouais, c'est bon. un casting, c'est Isaiah Whitlock Jr., c'est Monsieur Clay Davis de The Wire. Voilà. Le monsieur qui dit shit tout le temps. Voilà. Sauf que là, c'est plutôt il est très très blasé. Hein, Oui, très très blasé. Voilà. Mais ça fait énorme. Moi, ça me fait énormément plaisir. Ah oui, c'est ça. Comme, Ça fait plaisir de le voir. Il fait rire aussi. Mm-hmm.
Mais globalement, j'en entendais absolument rien. Josh Groban, je connais vaguement ce qu'il a chanté, mais je pense l'avoir jamais vu réellement, en tout cas en rôle principal dans une série. Quoi, tu regardes pas Crazy Ex-Girlfriend? Oui, mais pas en rôle principal comme ça. Oui, mais Non, il il était a en fait guest un- star, il était en il était guest assez star. Ouais, mémorable c'est quand une même. guest star, oui, mais voilà, mais bon, en tant que. C'est ça que je dis, c'est pour ça que j'ai précisé. Je me rappelle pas qu'il ait fait autre chose, même au cinéma, ou en tout cas, je l'ai pas vu, je m'en souviens pas. Il a été présentateur d'une émission de divertissement, je crois que c'était Rising Star. Ouais, voilà, Voilà, donc, c'est mais tout, c'est la petite rien info, de comparable. Et c'est vraiment une série qui est très agréable, il y a un côté cocon, il y a un côté, c'est très procédural, mais ça marche en fait. Ça marche vachement bien. Je sais pas si ce sera renouvelé. Moi, j'ai regardé 5 épisodes je crois qu'il y en a 10. Oui. C'est ça. J'ai regardé la moitié et jusque-là, je m'en lasse pas. Je suis content de la retrouver, je suis content de la regarder. Tu vois. Un épisode à la fois. J'ai pas forcément envie parce que comme c'est un procédural, c'est 45 minutes à peu près. Mais voilà, ça passe super bien. Et alors, par contre, il y en a une. C'est Cora Vasquez, là, sa collègue, un peu son love interest plus ou moins avoué, qui est Monica Barbaro, qui elle était elle a été à un moment dans L'Arme Fatale, mais elle était dans autre chose, je sais plus dans quoi je l'ai vu dernièrement. Si, dans l'avant-dernière saison d'Unreal. D'accord. Voilà. Donc, et aussi dans Crazy Ex-Girlfriend, je regarde, et Notorious, mais voilà, elle joue un rôle secondaire qui est assez sympa aussi, qui est un peu là pour débrider le Tony joué par Josh Groban. Et puis ça fait plaisir de voir Tony Danza dans un rôle comme ça. Il est fun, quoi. Il est fun, il est cool, il est pas prise de tête. Voilà. Je sais pas si apparemment toi Florian tu as regardé. Malheureusement, j'ai regardé qu'un épisode, ce qui est très dommage, et sur les 10, mais je pense que je vais essayer d'écrire dessus. Je vais essayer surtout de regarder quelques épisodes de plus. Pour moi, c'est très simple. Je savais que voilà, la série arrivait, et je savais que c'était avec Tony Danza, et je savais surtout que c'était par le créateur de Monk. Et donc, du coup, j'ai retrouvé exactement tout ce qui fait et à la fois le charme et à la fois les limites de Monk. Donc, je pense qu'en fait, il faut que je réexplique pourquoi c'est pas mal de regarder Monk, comme c'est pas mal de regarder The Good Cop, voilà, de manière simple, mais je pense que tu l'as très bien fait. Voilà, donc effectivement, The Monk, même quand j'ai eu un doute, c'est parce que je l'ai vérifié par la suite. Dès le premier épisode, je me suis dit, il y a un truc. Ah non, mais le mec fait littéralement. Enfin, c'est exactement la même manière de faire des séries. Voilà, j'ai trouvé la poursuite finale du premier épisode assez pathétique, mais c'est pas pour ça que je regarde. Je sais exactement pourquoi je regarde cette série, donc voilà. Ouais, mais c'est drôle, ça se prend pas plus, enfin ça cherche pas plus loin que ce qu'il veut. Ça pète pas plus qu'on son cul. Hein. Et c'est juste bien rythmé. Voilà, c'est bien rythmé, c'est drôle quand il faut. Les histoires, les intrigues sont sympas aussi. Voilà, donc ça c'est une nouveauté qui est arrivée, je pense, la semaine dernière aussi, si je me trompe pas. Et c'est une adaptation d'une série israélienne apparemment. C'est ça, qui est encore inédite en France, et voilà. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on avait dans le Trello. Oui, je vérifie, ok. Bon, on a fait le tour. C'était une grande émission avec beaucoup de choses sur le talk show. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de regarder des choses, ou en tout cas de partager avec nous ce que vous regardez ou ce que vous avez découvert. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé non plus, parce que c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On va encore nous dire qu'on était entre mecs, c'était très sérieux. Mais bon, voilà. On a parlé politique, c'est ça aussi, c'est le problème. Ouais, on parle c'est toujours chiant, Quand on est que entre nous, on parle politique, je sais pas pourquoi. Voilà, oui, mais c'est vrai ça. Comment ça se fait comment ça se fait? Bon, bref, le mot de la fin, Florian. En fait, pour reprendre une réplique du pilote de Manifeste, set me free, set me free. Voilà. C'est ça. Ouais, elle est pas mal, c'est vrai. C'est tellement mauvais, mais oui. Ouais. Romain. Poudre. Ok. Talc. Voilà, ouais, je vois très bien. Greg.
Bah, pour éviter de dire talc que j'allais dire, je vais dire couche, du coup. Et en C'est parlant de l'heure couche... se coucher. Oh, joli. Et en parlant de couche, moi, mon mot de la fin, c'est quelque chose pour un peu... Allez, casser le côté politique. J'appelle à la rescousse. Maître McFart. Moya, pardon. Non, McFart. Non, il veut pas? Si? Non? Hein Oui? Ah, il veut plus? Ah, il veut plus? Non, il est en RTT. Il veut plus Ah. faire la gueule. Ah, ça y est. Merci, McFart. Il a failli pas l'avoir. Ah oui, ça... Comment on aurait pu faire? Attends, tout le monde l'attend depuis la saison dernière. En tout cas, merci à vous pour vos écoutes. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à faire tout ce qu'il faut pour que le podcast continue dans sa bonne lancée. Bonne soirée, bonne fin de semaine, bonne série, bonne rentrée des séries surtout. Et puis, à la semaine prochaine. Et je dirais pas bonne Jovi parce que j'ai pas envie. Ah non? Ok, bon, tant Non. pis, bah, au revoir. Mais c'est surtout qu'en fait, j'arrive pas à le trouver. Au revoir. Ah là, il est là. Bonne Jovi. Voilà. C'est n'importe quoi. Allez, ciao. Comme Manu.